Bonjour à toutes et à tous, de retour donc, sur la fabrique, toujours à Blois, toujours dans le cadre des rendez-vous de l'histoire, et on va continuer sur la thématique de cette année 2019, l'Italie, en l'occurrence avec si vous avez regardé dans l'ordre les conférences, un interlocuteur qui vous est familier, qui était sur la première, Antonin Congé. Je te laisse très brièvement te représenter s'il y en a qui sont venus que la première intervention ne leur convenait pas. Intervenant dans l'enseignement supérieur en game design et game studies sur plusieurs écoles spécialisées et à la fac, l'université Michel Montaigne en sciences info comme dans le cadre de mon laboratoire, c'est du WICA. Parfait. Alors, donc, et moi-même, effectivement, Mehdi de Organi, on va continuer sur ce qu'on avait amorcé dans la matinée, donc sur la question de jeux vidéo en Italie. Là, on va aller peut-être se rapprocher de représentation plus contemporaine. On va vraiment remonter du passé, on va dire de la préhistoire, pour arriver à plus proche de nous et peut-être d'enjeux de studios italien encore plus contemporain. Je te laisse la parole, du coup ce sera un format plus conférence. Oui, n'hésite pas si oui, bien sûr. Précision, questions, tout à fait. Oui, mais ce matin donc, on a traité de la question de la représentation finalement, de la culture italienne dans le jeu vidéo de manière générale, et donc là c'est un autre prisme possible qui est celui de traiter donc, la question de la production vidéoludique dans le contexte culturel italien. Donc, qu'est-ce que finalement, quels sont les jeux vidéo italiens, qu'est-ce qu'ils véhiculent comme représentation, comme vision du monde, comme biais culturel. Voilà, c'était le questionnement qui a motivé cette intervention. Juste un tout petit point bibliographique, donc voilà, il y a un ouvrage de référence qui est celui-ci, Video Games Around the World, qui a été publié en 2015 avec des articles qui ont été écrits entre 2012 et 2014. Je crois qu'il y en a pas de Sébastien Leroux, entre autres. De Blanchet, Alexis Blanchet qui a fait l'article sur la France. D'accord. Et donc on peut voyager véritablement dans le monde entier avec des articles qui nous parlent de jeux vidéo indiens, danois, français, japonais. C'est un ouvrage vraiment fondamental. Et donc il y a un article sur le jeu vidéo italien qui m'a structuré un petit peu ma recherche. Donc, un article de Enrico Gondolfi qui a permis de trouver quelques axes de recherche dans mon travail. En ceci étant, donc, je précise un petit peu ma méthode. Donc, quand tu m'as proposé ce sujet, comme on a pu le dire ce matin avec Julien, c'est vrai que c'est un sujet qui ne résonne pas vraiment, on n'a pas trop de références, c'est ça qui me met tout de suite à l'esprit. Et donc, la seule méthode que j'avais, au-delà de cet article qui pouvait me guider un petit peu, c'était partir quand même vraiment à la pêche. Et donc de faire une recherche assez exhaustive et un peu piffée pour trouver des références de studios italiens et de jeux vidéo donc produits en Italie, pour arriver à avoir un corpus un peu représentatif, et au final, quand on a un corpus qui commence à ressembler à quelque chose, arriver à trouver des thématiques, et à ce moment-là, quand les thématiques se dégagent, on arrive à affiner. Bon, puis en même temps, on enlève des jeux qui nous posent problème parce qu'on ne sait pas les mettre dans une thématique, et donc comme ça, j'ai réussi à structurer un petit peu mon discours. Voilà pour la façon dont je présente les choses. Et c'est vrai qu'il y aura une dimension un peu chronothématique, même si moi, de temps en temps, si je présentais des studios, bon, dès que j'en aurai un nouveau, je vais faire un petit point, et puis donc, je travaille sur tout. Voilà. Il y aura un côté un peu panoramique, je vais présenter beaucoup de jeux, quelques vidéos que viendront ponctuer aussi mon discours. Donc, jeux vidéo en Italie, pour commencer mon propos, on est face à un marché qu'on peut qualifier de bien structuré, c'est-à-dire qu'on a des réseaux de distribution, on a une économie qui se porte plutôt bien sur le terrain, mais on a des productions intérieures assez faibles et des petits publics qui ne sont absolument pas concernés par le sujet. Jusqu'il y a très peu, il faut faire quelques petites réformes, mais ça reste vraiment léger. Et pour donner une idée du tissu de production, donc l'AESVI, qui est l'association des éditeurs de jeux vidéo italiens, nous dit qu'en 2015, on compte environ 100 étudiants spécialisés dans le jeu vidéo. Alors, en France, on en comptait peut-être 50 fois plus, à peu près, j'imagine. Et 700 développeurs, et là aussi, en France, on peut taper sur 10 fois plus, a priori. Donc on est vraiment sur un marché un petit peu particulier, parce que les jeux vidéo sont, il y a une consommation importante, mais à contrario, on a finalement un développement assez faible, donc ça crée quand même un contexte un petit peu particulier. Donc c'est le quatrième marché européen, derrière la France, qui elle-même est derrière l'Allemagne, qui elle-même est derrière le Royaume-Uni,
avec un chiffre d'affaires qui tourne autour d'1 milliard d'euros, et qui se divise environ entre un tiers pour donc les consoles de jeux et 600 millions pour, et 2 tiers pardon, pour les jeux eux-mêmes, sachant que le PC est un petit peu marginal dans ce contexte-là. On compte, alors c'est des chiffres qui sont toujours très difficiles à évaluer. l'ASVI donc, nous dit qu'il y aurait eu environ 22 millions de joueurs en 2011 et 29 millions en 2015, qui donc fait état d'une proportion, d'une augmentation importante. Bon, il faut définir ce que c'est un joueur. Quand on voit par exemple le biais qui est utilisé par le CNJP, qui consiste à dire que quelqu'un qui joue 3 fois dans une année est un joueur, ça permet de gonfler les chiffres. Sans compter le panel parfois très réduit de personnes. Oui, il joue aussi effectivement sur la moyenne d'âge en disant que la moyenne est 35 ans, alors qu'en fait ils excluent tous les enfants de moins de 10 ans. Forcément, c'est. Donc là, c'est le dernier rapport qui a été publié par l'ASVI. C'est un petit peu étrange, puisqu'on ne peut pas descendre en dessous de 2014-2015. C'est le dernier qui est à l'exposition du grand public. Bon, voilà, le marché a peut-être même un peu régressé par rapport aux chiffres qu'on avait de 2011. Voilà, puis on se rend compte donc effectivement d'une répartition assez homogène et assez classique par rapport aux autres marchés européens que j'ai pu étudier pour comparer. De ce côté-là, rien de très particulier. Un peu plus intéressant, le top 20 des jeux vendus en Italie en 2014. Donc on a des jeux très grand public, des AAA classiques, Assassin's Creed 4, Assassin's Creed Unity aussi, 2 fois, The Last of Us, Pokémon, et Watch Dogs, grande GTA 5. Ce qui est plus remarquable quand même, et qui déjà nous donne un petit biais culturel, c'est qu'on a quand même 3 jeux de foot dans ce top 20, avec donc un FIFA 15 qui vient de sortir, un Pro Evolution Soccer 2015, qui a perdu un peu de sa superbe, mais qui est quand même en deuxième position. Et ce qui est quand même extrêmement étonnant, c'est le FIFA 14, qui est en deuxième position. Donc on a quand même un doublon, FIFA 15, FIFA 14 en tête. Bon, ce qui est quand même assez éloquent par rapport au goût donc, du public italien. Voilà, s'il fallait prouver par ces chiffres-là que les Italiens s'intéressent au football, c'est assez clair. Après, on a un panel qui nous explique un petit peu, là aussi, finalement, quelle est la proportion de joueurs-joueuses. Bon, se pose toujours le biais derrière qu'est-ce qu'un joueur. On voit une progression quand même en termes de parité, ce qui est aussi constaté dans les autres pays européens. Oui. Et puis après, on a un organigramme assez illisible. Je ne comprends pas la façon dont ils ont organisé ça. Puisqu'en fait, on a des tranches d'âge et du pourcentage de joueurs par rapport à ces tranches d'âge-là, c'est présenté de manière complètement ésotérique. Je n'arrive pas de sens à l'organisation que vous proposez. Oui, puis même l'évolution en 4 ans. Oui, bon après, c'est encore un peu stabilisé. Il n'y a pas on est face à un marché finalement somme toute assez classique. Alors on voit une progression effectivement, par exemple des joueurs de 3e âge, on passe de 3 à 2%. Et on constate aussi d'ailleurs dans les échantillons qui sont évalués, on descend pas en dessous de 14 ans. Donc, pareil, c'est quand même un biais assez hallucinant, puisque si on exclut tous les joueurs de moins de 14 ans, a priori ça modifie quand même la perception du jeu. Donc voilà, ça c'était les informations qu'on a à disposition pour se donner une idée du marché actuel. Donc j'ai fait un petit saut dans le temps et revenir aux origines. Donc on a deux grandes histoires qui se développent à la fin des années 70, celle de l'arcade et celle du Hong Kong, avec un contexte un peu particulier en Italie. On a 2 grands acteurs qui s'affrontent au début, à la fin des années 70, qui sont d'un côté Bertolino et de l'autre Sidam, avec tous les deux politiques très différentes. On a Bertolino qui a signé un partenariat avec Atari et qui donc importe les consoles Atari et qui les diffuse de manière officielle sur le marché italien. Et en face, on a Sidam qui n'a noué de contrat avec aucun constructeur de jeux vidéo et qui se permet de faire des copies un petit peu normalement non autorisées. Voilà, c'est libre de droit, alors qu'en fait il y a des droits. Et donc là vous avez en illustration la copie de Space Invaders qui donc en Italie s'appelle Invasion, avec des sprites légèrement modifiés et un habillage de bornes
original fait par des artistes italiens. Sauf que il y a une sorte d'entente cordiale entre ces deux acteurs tant que Sidam ne s'attaque pas au jeu d'Atari, jusqu'au jour où Sidam a la mauvaise idée de faire une copie de Astéroïde. Et là, Bertolino se fâche et intente un procès à Sidam qui gagne, et ce qui d'ailleurs met en place une certaine forme de jurisprudence au niveau italien sur le droit de propriété intellectuelle dans le jeu vidéo. Ça va changer un petit peu quand même la donne. Quelle année ? Là, on est en 79. Et effectivement, ça va limiter peut-être par rapport à d'autres marchés, notamment de l'Est, la possibilité d'un développement du piratage, puisque finalement on a une jurisprudence qui va encadrer le marché dès le début de l'histoire du jeu vidéo italien. D'un point de vue du jeu vidéo dans l'espace familial, on a le développement d'une console un petit peu particulière, qui s'appelle la Pingotronic. Console italienne qui a été construite par Zanussi, qui était un acteur important de l'industrie de l'électroménager, de l'informatique, qui depuis a été racheté par le Suda Electrolux. Et donc on a cette Pingotronic qui a été très largement diffusée en Italie, un petit peu en Allemagne aussi, et qui a plutôt bien marché, avec un design très facilement reconnaissable. Donc c'est une home pong, comme il y en avait énormément à l'époque. Il y avait des home pong françaises, qui étaient fabriquées aux alentours de la région de Toulouse. Et donc là, on a cette version italienne qui proposait donc 3 jeux, Pong, Squash et Belote. Donc c'était en fait des variantes de Pong, avec la particularité d'avoir justement payé les droits pour pouvoir utiliser Pong. Voilà, on est vraiment dans une... Là, on est sur les rails, ça va. On est vraiment sur les rails, et puis vous avez à partir de la PP5, il y a 10 versions de la première Pingotronic, l'ajout du fusil optique, le Gun-O-Tronic, qui en faisait l'une des 3-4 consoles sur le marché à pouvoir proposer cette expérience. C'était pas foncièrement révolutionnaire, parce que c'est une technologie assez vieille en fait, celle du pistolet optique. On avait sur la Odyssey de Magnavox, et on avait aussi donc avec la Pingotronic. Puis il y a une deuxième version, la Playotronic, sortie en 77, qui est une version un petit peu améliorée, avec un peu plus de jeux, enfin 2 fois plus de jeux, puisqu'on passe à 6 jeux, et qui a été produite jusqu'en 1980, et c'est une console qui a eu un certain succès en Italie. Voilà la publicité de l'époque, avec donc un imaginaire, une imagerie assez familiale. On s'amuse ensemble autour de la télé. Ce qui recoupe un petit peu les représentations qu'on avait à cette époque-là, fin des années 70, début des années 80, dans le marketing autour du jeu vidéo. Voilà les deux machines côte à côte pour bien les identifier, voilà, avec un design qui sort non de l'ordinaire et qui fait qu'on ne les oublie pas. C'est une console qui a vraiment marqué l'histoire du jeu vidéo italien, tant et si bien que quand la PS1 est sortie en Italie, on a eu une publicité qui a été diffusée. Et en fait, on a des PlayStation qui jouent à la Pingotronic et qui se moquent de leur aîné. Les jeunes n'ont plus de respect voilà, pour les anciens. on s'est remarqué que c'était une technologie un petit peu passée. Voilà, donc on s'en souvient. Voilà. Les joueurs de jeux vidéo se souviennent en Italie de cette console. Ça a marqué quand même un petit peu. Il n'y a pas eu de clin d'œil dans des pubs chez nous, par exemple la MO5, alors que c'était quelque chose qui était très inscrit en termes de... J'en ai pas de souvenir. Ouais. Bon, après, voilà, j'ai un premier trope à vous proposer qui est résumé par justement Enrico Gandolfi, qui nous dit voilà, qu'il y a cette récurrence de l'amour typique des Italiens pour les voitures, les courses et le sport. Et c'est vraiment effectivement un trope qui va être assez récurrent et qui va pouvoir retrouver dans les 30 ans d'histoire du jeu vidéo italien. Alors, on a un premier studio important qui s'appelle Simul Mondo, qui a produit des jeux surtout dans les années 90, qui donc, a été fondé fin des années 80 à Bologne par un certain Francesco Carla, qui est un créateur de jeux important dans l'histoire du vidéo italien, et qui a publié plus de 150 titres, essentiellement des jeux de sport, et donc touche vraiment à tout, le foot, le golf, le sport mécanique, avec tout ce qu'il peut y avoir comme déclinaison, le basket, les échecs, la pêche, le tennis, la boxe. Voilà. Donc on a, et encore je fais une version expurgée de la sélection,
énormément de jeux avec toutes les facettes possibles imaginables. On passe de la 2D à la 3D, au jeu de management. On essaie vraiment de trouver toutes les utilisations possibles, toutes les ludifications possibles de ces thématiques-là. Vous avez un premier jeu qui m'a un petit peu amusé, qui est un jeu de pétanque. C'est assez un peu original. Sorti en 87-88. Et là, on a déjà aussi un élément important, c'est la plateforme de diffusion. Vous avez remarqué, pendant tous les exemples que je vais vous proposer, qu'on va être essentiellement sur Commodore 64, Amiga, voire Amiga CD32. C'est quand même assez surprenant, parce que l'Amiga CD32, c'est une console qu'on a à Fantomatique, qui a été commercialisée peut-être pendant 6 mois, et qui a disparu de la circulation. En Italie, par des biais de circuits de diffusion un peu particuliers, Nintendo a été très mal sur le territoire, distribué par Mattel, qui est censé avoir le contrat de distribution. Ce qui fait que Sega a d'ailleurs pu rivaliser très facilement avec Nintendo, un petit peu comme c'était le cas entre la Master System et la NES en France, contrairement à tous les autres pays occidentaux. Mais il y avait une culture de la micro-informatique vraiment très implantée, notamment par la pénétration des ordinateurs Olivetti, qui ont permis finalement de basculer assez facilement vers les Commodore, parce que les gens finalement étaient habitués à avoir un ordinateur chez eux pour jouer. Voilà, vous avez ce premier jeu, qui est aussi très culturel, en particulier des Italiens. Ils jouent aussi à la pétanque, pas qu'à Marseille, à la pétanque, on joue aussi en Italie. Vous avez un moment important quand même dans cette histoire, qui est le mondial de football qui s'est joué en Italie en 1990. Bon, et donc on va avoir énormément de jeux de foot. Alors voilà, j'aurais pu faire une conférence entière sur les jeux de foot italiens. Donc je vais me concentrer sur 2 exemples. Donc le premier, l'un des plus connus, à être diffusé justement à l'occasion de ce mondial, c'est celui qui a été développé par les frères Dardari, la diapo, qui ont créé leur jeu de foot dans leur garage, dans leur chambre. C'était très jeune à l'époque. Et c'est un jeu de foot qui a eu énormément de succès, qui a été édité par Simon Mondo, et qui s'est diffusé donc, sur toutes les machines de l'époque, Commodore 64, Amiga 500 et Atari ST. Et donc, il y a eu une sorte de continuité culturelle très forte qui fait que, au-delà des FIFA et des PES, qui sont évidemment des institutions inébranlables de football manager, les Italiens se sont permis et ont cultivé le fait de proposer des jeux de foot à intervalles réguliers. Alors, soit autour du management, soit autour d'une équipe particulière, cette jeu de foot dédié à la Juventus, à Naples, ce genre de choses. Dernièrement, voilà, vous avez Active Soccer, alors, il y a eu 2X maintenant de 2019, développé par Gianluca Troiano et édité par The Fox Software, qui est le dernier avatar de cette trait culturel particulier, où on a des développeurs indépendants qui, tout seuls dans leur coin, continuent à faire des jeux de foot. En se disant qu'ils ont encore quelque chose de nouveau à apporter finalement à l'expérience, et qu'on ne retrouve pas dans un FIFA ou dans un PES, ou qu'on va essayer de renouveler l'expérience qu'on avait pu avoir avec d'autres jeux, comme les kick-off, il y a d'ailleurs un remake de kick-off. Et surtout, le constat évident que tu donnes implicitement, c'est qu'il y a un marché. Ah oui, il y a un marché, et puis il y a un marché autochtone. Hein, c'est-à-dire que ces jeux-là sont pensés avant tout pour être consommés sur le marché italien. Parce qu'on a beau avoir une discussion très animée, même si on n'est pas fan soi-même, sur les PES, les FIFA, etc. en France, il n'y a pas pour autant un marché périphérique, effectivement. Ah non, pas du tout, non. Que celui-là. Non, on a Big Ben qui essaye péniblement de faire un jeu de handball, parce qu'il y a quand même une culture un petit peu de handball en France, je sais qu'ils avaient travaillé sur un jeu de volley, mais ils ont abandonné. Enfin, c'est des moyens colossaux de faire un jeu de sport. À produire, c'est monstrueux. Et donc, quand on voit que c'est des développeurs indépendants seuls qui arrivent à faire ce genre de jeu. Alors, moi j'ai beaucoup joué à Active Soccer 2X sur PS Vita, et c'est surprenant parce que c'est du bricolage quelque part, mais il y a un gameplay, une expérience de jeu qui est vraiment intéressante, et qui renoue avec des réflexes de l'arcade, mais en même temps avec une dimension de simulation qui fonctionne quand même très bien. On arrive à construire des actions qui sont vraiment intéressantes. Et j'ai pris du plaisir, étonnamment. Donc ce sont des jeux qui font sens. Hein, c'est pas juste combler un marché, c'est pas des opportunités marketing. Voilà, donc je ne vais pas développer outre mesure cette dimension-là, mais elle était extrêmement importante. Ensuite, on a tout ce qui touche aux jeux de course. Donc là, on a un premier exemple, là aussi, de jeu développé par Simon Mondo, basé sur le 1000 Miglia,
qui est une course mythique, qui donc, a été courue entre 1927 et 1957, 24 éditions, jusqu'à ce que la dernière édition, il y a eu une voiture qui est sortie de la route, qui a fait un strike, qui a eu plus de 10 morts. Et donc on a eu aussi une scène culte du film À tombeau ouvert, sorti en 1956, qui montre des séquences qui filme une séquence de la course. Et là, vous voyez les spectateurs sur le bord de la route. C'est assez délirant. C'est-à-dire que vous avez une course de voiture qui passe dans les villages, dans les villes, et les gens qui sont dans les virages. C'est leur Tour de France, quoi. C'est leur Tour de France, mais avec des voitures, qui circulent à 150 km/h. Donc on est étonné quelque part qu'il n'y ait pas eu de mort plus tôt. Mais voilà, donc là, et là, ce que je disais un petit peu ce matin aussi, c'est des courses sur route. Hein, il y a un côté quand même assez surprenant à cette façon d'envisager la course, que ça se intègre dans un paysage urbain partagé. Enfin, oui, la nostalgie que tu partageais n'est pas que tienne. Il y a vraiment là un exemple illustré de complètement. Et donc la traduction en jeu vidéo, donc la trouve avec le jeu Mimiglia, qui a été développé par Simul Mondo et qui nous propose donc de revivre cette course mythique, là aussi sur un micro-ordinateur de l'époque. Ensuite, on a un autre studio qui s'intègre très bien dans cette thématique, c'est le Milestone Studio, avec un S à studio, j'ai vérifié plusieurs fois, qui donc a été fondé, alors c'est un peu plus récent, dans le milieu des années 90, par un certain Antonio Farina, qui a repris en fait le studio Graffiti. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un autre studio avant qui a fait quelques portages en de tenter de faire des jeux sur Super Nintendo, ce qui était assez rare dans ce contexte-là. Et puis finalement, ils se sont spécialisés là aussi dans les jeux de course, et donc ils sont à la tête de très grandes licences que l'on connaît plus ou moins, on voit en tout cas de temps en temps quand on va dans un Micromania. Alors, ça va de soi pour nous, parce que moi je t'interromps quand tu disais d'essayer d'aller chez Nintendo. Peut-être préciser, tu penses au process de validation de chez Nintendo, entre autres? Non, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas le marché en Italie. Ah d'accord, dans ce sens-là. En fait, les consoles de Nintendo n'étaient pas assez vendues, distribuées en Italie pour que ça puisse valoir le coup pour eux. D'accord, je pensais que tu parlais du saut de qualité qui avait été fortement mis en avant. Non, c'est juste en termes de stratégie marketing. Ouais, donc là, on se retrouve avec les licences MotoGP, Superbike World Championship, MXGP, WRC ou encore Ride. Vraiment des séries de licences avec succès dans tout ce qui touche au sport mécanique. Alors, je me suis intéressé à des exemples qui montrent un peu le biais culturel italo-italien. On a un jeu à la gloire d'Alfa Romeo, Racing Italiano, tout est dans le titre. Je ne sais pas si on imaginait faire la même chose avec un jeu en France, avec une Renault ou une Peugeot, non, une Citroën, pas d'équivalent. Donc on voit bien que là, culturellement, il y a quelque chose quand même qui est vraiment complètement intéressant. J'ai remarqué aussi un petit détail intéressant quand je me suis intéressé à ces jeux. Il y a beaucoup de modes actuels pour jouer à ces jeux en 4K. C'est des jeux qui, chacun, ont une petite particularité en termes de simulation, qui proposent un gameplay qui fait qu'il y a des fans absolus de tel ou tel jeu qui donc réactualisent l'expérience en faisant des modes pour pouvoir continuer de jouer. Donc ce serait pas déconnant de les voir arriver en VR à terme, enfin en tout cas. Pas du tout. Après, donc vous avez l'exemple de Superstar V8 Racing. Alors j'ai failli passer à côté parce que l'imagerie de la jaquette ne fait pas vraiment penser à quelque chose qui a un rapport avec l'Italie. Et j'ai un tout petit peu creusé parce que ça me... je me dis, tiens, c'est bizarre, je ne connais pas du tout cette discipline. Et donc là, on est face à un jeu qui est basé sur une course purement italienne, donc le Superstar V8, qui a été couru pendant une dizaine d'années. Donc le principe, ce sont des voitures de tourisme. C'est des voitures qui ne sont pas des voitures de course, mais un petit peu trafiquées pour ensuite les utiliser dans le cadre de course. Alors, quand on regarde le palmarès des vainqueurs de la course, on comprend là aussi un petit peu le biais. C'est-à-dire que il y a 2 drapeaux suédois, et sinon on n'a que des drapeaux italiens. Donc c'est une course italienne où on a des spécialistes, des pilotes qui jouissent d'une renommée médiatique importante à travers cette course. Mais on est vraiment là aussi dans un cadre quand même très
spécifique, et ça, moi je n'avais jamais entendu parler, et puis en creusant, enfin, c'était pas non plus évident d'arriver à trouver des informations claires sur le sujet, et puis c'est un feu de paille, quoi, c'est 10 ans. Mais en tout cas, oui, il y a deux petits éléments. Le premier, ce que tu disais sur le côté nostalgie partagée, c'est vrai que c'est des périodes assez courtes, mais qui se retrouvent très intensément dans ce marché-là. Et le deuxième élément, je pense que tu l'as peut-être repéré dans l'article également, dans mes souvenirs de l'article, c'était ça. Il y a une place forte qui vraiment se repère, qui est Milan. On y reviendra peut-être un peu après. Mais, oui, non, mais de toute façon, de manière générale, l'industrie est en Italie du Nord, à quelques exceptions près. Oui, peut-être évident, effectivement pour nous, mais voilà, c'est ça. Alors, pour continuer mon propos, donc on a aussi un exemple important qui est aussi une prise, une influence quand même de la culture italienne, qui est le jeu Valentino Rossi The Game, je porte bien son nom. Alors, en fait, derrière, on a un habillage marketing d'une licence qui est celle des MotoGP, et qui met en avant donc le champion, 9-tuple champion du monde de 500 cm3, et qui est d'ailleurs toujours en activité. Donc ça fait 10 ans qu'il a fini 2 ou 3e il n'y a pas très longtemps, donc il arrive à. D'accord. Il se maintient, il a 40 ans, mais il est toujours là. Et donc c'est toujours une licence bankable sur le marketing, d'où l'habillage de MotoGP par cette licence. Je vous montre rapidement la bande-annonce à la gloire de Valentino Rossi, qui, je crois qu'on ne voit même pas une seule image du jeu. Oui, c'est représentatif. On ne voit que Valentino Rossi. Alors, bon, donc, on n'a aucun exemple effectivement comparable de jeu français qui met en scène un champion de ce sport. Il y avait eu l'époque des Ayrton Senna ou certains jeux à la Prost, mais c'était. On a peut-être eu effectivement des jeux à la Prost, mais ça fait longtemps qu'on n'a plus de champions à ce niveau-là. Et en Italie, effectivement, il y a toujours cette culture-là, donc ils en profitent et ça permet de communiquer. Oui, il n'y a pas, effectivement, comme tu dis, pas une seule vidéo. Ouais, je l'ai bien choisi. Il y a d'autres spots. D'accord. Alors, on a ensuite le studio Kunos Simulazioni. Donc là, on est avec un studio encore plus récent, créé dans les années 2000, qui est dans la banlieue de Rome, qui a la particularité d'être en fait installé, là, pour un coup, il fait des choses avec un grand professionnalisme, puisqu'en fait, le studio est installé dans un circuit. Donc en fait, ils peuvent travailler en temps réel, en permanence, avec donc, un circuit à disposition pour travailler sur leurs jeux. Donc ils ont produit 5 jeux, qui sont vraiment des simulations très pointues. Je vous ai mis un petit peu la liste, juste après je vais en citer un plus en détail. À noter qu'ils ont été rachetés par le complexe Digital Bros, dont je vais vous parler aussi sur la fin de mon discours. Donc on a le jeu Assetto Corsa, qui est vraiment leur blockbuster, qui a été diffusé sur PC, PS4, Xbox One, avec de très très bonnes critiques. C'est un jeu de course. Juste un petit peu. Et là, en même temps qu'il y a l'extrait, puisque tu nous dis, est-ce qu'il y a des échos comme quoi ça dépasse légèrement les frontières italiennes? Ah oui, là on est avec des jeux qui effectivement ont un rayonnement international et qui se vendent vraiment bien et qui sont très bien reçus, qui ont des très bonnes notes métacritiques. D'accord, on peut se comparer à Gran Turismo, ceux qui sont fans. Complètement, on a un vrai degré de finition. Et surtout, là, encore une fois, il y a au niveau de la simulation, ce sont des passionnés fondus, ils vivent sur un circuit. Oui, là, pour produire le jeu parfait. Ok. Donc, oui, non, il y a quelque chose qui est quand même assez représentatif. Bon, ensuite, une autre thématique que je vous propose, c'est celle du traitement de la pop culture locale et de ce que je titulerais une tentative, un bricolage cross-médiatique, c'est-à-dire utiliser des licences populaires italienne pour faire des jeux vidéo. Alors, on a un premier exemple un petit peu particulier, qui est celui du jeu L'Heredità, diffusé par Milestone Studio, qui est basé sur un jeu. Alors, je me suis tapé des articles en italien pour essayer de comprendre comment ça marchait. Je ne garantis pas d'avoir tout bien compris. L'italien n'est pas très performant, mais on est entre question pour un champion et qui veut gagner des millions.
Voilà, et donc c'est un jeu extrêmement célèbre avec donc un présentateur qui est vraiment un présentateur star en Italie. De la RAI, apparemment. De la RAI, et donc il est mis en vedette. Ok. On avait Jean-Pierre Foucault mis en vedette. Oui. J'ai vu sur les boîtes. Oui, voilà. Donc on est dans la même démarche, Okay. avec des émissions italiennes qui se destinent à ce marché-là spécifique. Ensuite, on a la question des fumetti. Fumetti, ça veut dire bande dessinée en italien. C'est un assez joli mot que j'ai découvert à l'occasion de ce travail qui se traduit par fume. Par fumée, vous l'aurez deviné, et qui fait référence en fait au dessin des bulles de BD, qui peuvent être prises comme étant une sorte de halo de fumée. Donc ça, je trouve ça assez poétique. On a 3 grandes BD italiennes qui ont été adaptées de nombreuses fois. Dylan Dog, Tex et Diabolique. Donc on a d'abord le jeu Dylan Dog qui a été développé par Simulmondo. On a eu plusieurs épisodes. Donc c'est une BD qui est sortie dans les années 80, très connue en Italie, qui met en scène un détective privé dans un monde où en fait, on a des personnages issus des contes fantastiques, vampires, loups-garous, genre de choses qui vivent un petit peu en marge de la société. Et lui, il est là pour intervenir, pour résoudre des problèmes dans cette communauté-là. D'accord. Ça ressemble beaucoup à Fables, enfin il y a Wolfgang Among Us. Il y a un petit peu de ça, sauf que lui, c'est un humain, alors que dans Fable, le personnage lui-même est partie de cette communauté-là. Et oui, il y a un petit peu de ça. Donc c'est une licence extrêmement connue en Italie. Il y a eu 3 films qui l'ont mis en scène, 2 nanars officiels et un bon film non officiel. Et puis donc, on a eu plusieurs adaptations. Donc c'est des jeux d'aventure, ça ressemble plus à des beat'em-all 2D, un peu à la Shinobi, mais en écran par écran. C'est des adaptations quand même assez paresseuses. Et on a eu donc là pour ce titre-là, pour cette licence-là, plusieurs épisodes qui ont été développés par Simulmondo. Ensuite Diabolique. Alors, Diabolique, c'est un personnage assez intéressant puisque c'est une sorte d'Arsène Lupin méchant. C'est un voleur, et c'est un voleur qui n'a pas vraiment de code moral, mais qui fascine le monde italien. Ça, c'est quand même assez intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune facette véritablement positive. Il est gentil avec les gens qui sont gentils avec lui, point barre. Après, pour le reste, il fait tout pour sa gueule. Mais il a un côté... on ne connaît pas sa véritable identité, personne ne la connaît encore aujourd'hui. On devine qu'il y a un personnage qu'on voit de temps en temps qui devrait être lui, mais on ne sait pas encore qui. Voilà, c'est Bruce Wayne ou Clark Kent. Non, pas du tout. Ils ont réussi à cacher encore son identité. C'est une histoire intéressante. Okay. Et donc là aussi, une adaptation avec le même moteur que le titre sur le Dylan Dog. Et on a eu un format intéressant qui s'est développé. Vous avez déjà commencé aussi avec Dylan Dog, qui est le format épisodique. C'est-à-dire qu'en fait, en sortant un magazine, il y a une disquette avec, et donc on a un tableau, et ainsi de suite. Chaque mois, on a un nouveau tableau, on a une histoire. Ça crée une fidélité. Voilà, c'est une stratégie transmédiatique assez intéressante. Et là, donc, on a eu 12 épisodes comme ça qui ont été vendus. Pendant un an, chaque mois, on avait un nouveau tableau du jeu. Même chose avec la licence Tex. Donc là, c'est une licence beaucoup plus ancienne. C'est une BD qui date des années 40 et qui a été diffusée, aussi adaptée par Simulmondo avec un épisode dédié qui est Tex Piombo Caldo. Et puis il y a eu ensuite une version en 12 épisodes. Alors j'ai pas réussi à comprendre si c'était la même qui a été balancée au format épisodique ou si c'est un épisode original. Après, on a le studio Artematica qui s'intègre dans cette politique-là aussi. Donc un studio du milieu des années 90 fondé par un certain Riccardo Cangini. Donc là on est près de Gênes. J'ai produit une 50aine de jeux, pas mal de jeux publicitaires et de jeux pour enfants, mais ils ont aussi exploité des licences, notamment des fumetti, dans le genre, des jeux dans le genre aventure. Alors, première licence importante utilisée par Artematica, c'est celle de Druna. Alors j'ai essayé de vous trouver des couvertures qui pouvaient être diffusées dans le cadre d'une conférence de ce type. Tout public, voilà. Donc Druna, c'est fait partie de mes premiers émois hétérosexuels. C'est une BD qui est très érotique, pour ne pas dire pornographique. Dans la veine des Vampirella, des trucs comme ça, un peu, enfin d'époque. Il y a un côté un peu blame, monde complètement déstructuré, avec des mélanges organiques, machines. Et puis on a un personnage là-dedans,
ultra sexualisés, qui se promènent et qui essayent de survivre en étant sous la menace de nombreuses adversités. Donc c'est une BD culte avec un dessin fabuleux, le dessin de Serpieri est hallucinant. Donc une fumetti très importante dans la culture italienne et qui se rattache, on verra un petit peu après aussi, à une autre culture importante. Et donc on a un jeu qui a été fait sur le sujet et par Artematica, qui est un jeu cataclysmique. On est à 27 sur Metacritic. Puis on est déjà pas mal perdant en change niveau direction artistique. Voilà, donc elle a retrouvé son pantalon, ce qui est quand même une transgression totalement insupportable par rapport à la fidélité qu'on peut avoir pour les fans. Non, enfin, il y a un traitement de la licence qui est très, très approximatif pour arriver à toucher un public non averti. Donc voilà, c'est un jeu d'aventure, très oubliable. Très, très, très oubliable. Si ce n'est que voilà, on a une mise en scène de ce personnage-là, qui est un personnage culte aussi de la culture pop italienne. En fait, ils ont beaucoup joué sur l'horreur plutôt que sur la dimension érotique. C'est un débat qu'on pourrait avoir. Hein. Est-ce que c'est de l'horreur, finalement, ça va être beaucoup mieux qu'érotique dans les jeux vidéo. Est-ce que, du coup, sans trop hâter, pour pouvoir, après peut-être la fin de cet axe-là, à amorcer la conclusion. On va accélérer un petit peu, on essaie de résumer. Donc, retour de Diabolique, avec un autre jeu sur Wii cette fois-ci. Bon, voilà, j'avance, tant pis pour le trailer. On a l'adaptation aussi de la BD Martin Mystère, qui est une BD aussi italienne, avec un nom assez surprenant. Une sorte de romancier Indiana Jones. Voilà. Et donc, on a un point and click assez indispensable, sorti sur PC, et puis il devait sortir sur console. En fait, toutes les versions console étaient annulées les unes après les autres. Ce qui montre un peu la fragilité quand même du marché. Voilà. Puis après, on a une autre thématique, qui est celle de l'arcade du Pulcinella. C'est la référence à la Commedia dell'arte. C'est le théâtre de marionnette avec de la bastonnade. Oui. Voilà. Il y a une grosse culture du beat'em all en fait, en Italie, avec une très forte pénétration de la salle d'arcade en Italie, avec des figures telles que Bud et Bud Spencer et Terzi, voilà, qui ont été adaptés dans un premier jeu qui les met en scène, qui est l'adaptation d'une série télé obscure de 6 épisodes qui a été diffusée sur la Rai. Voilà, on s'inscrit dans cette thématique-là. Ensuite, on a le studio Light Shock Software, qui a publié quelques jeux en 96, quasiment aucune info sur le studio en lui-même. Bon, et là, on est vraiment dans une culture, donc là, avec des références explicites à la direction artistique du jeu SNK, qui est celle du combat, du jeu de combat, avec une jaquette d'Amiga CD32, c'est quand même assez remarquable. Ensuite, on a le studio Napsteam, qui est un studio assez particulier parce qu'il est en Sicile, à Messine. Ça change un petit peu graphiquement. Fondé au début des années 90, et qui lui aussi a produit des beat'em all qui ont été, jeux de combat ou beat'em all qui ont été diffusés sur Amiga CD32. Vous avez ici l'exemple de Shadow Fighter ou le culte Kekido Advance Kintaro's Revenge, qui est sorti sur Game Boy Advance à l'époque et qui ressort, qui vient de ressortir sur de nombreux supports, dont la Nintendo Switch, proposant de nombreuses petites artworks en plus, en proposant un mode de joueur. C'est vraiment un jeu culte de l'industrie italienne qui met en scène cette culture du beat'em all. Voilà. Et ensuite, on a la thématique du giallo. Le giallo est poliziesco. Excusez si je prononce mal tout ça. J'essaye. Qui fait référence en fait donc à une culture cinématographique assez particulière, représentée par un fer de lance réalisateur qui est Dario Argento, avec un film Suspiria, sur Cannibal Holocaust, ou les Allemands d'outre-tombe. Donc il y a toute une culture du film d'horreur, film fantastique, très 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 développé en Italie, qui a pu amener donc à des productions un petit peu particulières. Vous avez Pray for Death, qui a été développé par Light Shock Software, qui est une sorte de Mortal Kombat bien sanguinolent. Vous avez le studio Necrostorm, qui est un studio, c'est toute une histoire, c'est assez extraordinaire. Donc fondé à la fin des années 2000, qui produit plein de contenus culturels qui s'inscrivent dans cette thématique-là. Des films, des dessins animés. Alors, quand j'ai fait des recherches sur le sujet, le sac à vomi à côté, c'est une horreur. Le Google Images
c'était catastrophique. Tous les membres arrachés dans tous les sens, c'était absolument horrible. Et ils ont sorti un jeu qui a effrayé la chronique, un certain Descargo. Oui, effectivement, avec beaucoup de prises de vue live. Ah oui, un côté un peu digitalisé. Ouais, mais c'est un jeu qui donc a été vendu, alors c'est sur le Kickstarter. Oui, tout à fait. C'est une arlésienne, surtout. Voilà, c'est une très très grosse arlésienne et des petites séquences vidéo. C'est absolument atroce. Il y a 6 combattants, c'est nul. C'est un petit peu un chaque fou du jeu vidéo italien. Et ce que je vous ai mis ici, en fait, c'est un post du directeur créatif, du PDG de la boîte, qui insulte les joueurs. Parce que des joueurs se sont plaints de ne pas avoir reçu leur jeu et ils disent que le jeu n'existe pas. Et puis ils disent si le jeu existe, en fait il existe pour la bonne et simple raison. Il est sur mon bureau. Ils ont que s'ils n'avaient pas, en fait, à un moment donné, ils l'ont fini. Ils ont dit c'est fini, parce que sinon ils allaient avoir des procès, ils allaient perdre. Mais le jeu concrètement n'est pas fini. Il y a un truc sur un CD. Quand on met dans son ordinateur, ça marche à peu près. Et puis en fait, ça plombe dans tous les sens. D'accord. Ceci dit, ils n'ont pas dit leur dernier mot, puisqu'ils reviennent en 2020 avec le titre Gore Breaker. Qui là est terminé. Qui est en cours de développement, donc on ne sait pas ce que ça va donner, et qui reprend en fait des assets de Descargo. Tant qu'à faire. Je vous montre une petite séquence. Alors c'est pas trop vilain, hein, c'est de la 2D assez bien animé. Voilà, après bon, c'est profusion de sang dans tous les sens. Ça ressemble à Earth, je ne sais plus trop quoi. Finishing. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu pornographique qui consiste à faire des sprites extrêmement gros à l'écran. Ouais. Un Slime, par exemple, c'est un petit peu dans la même direction artistique. Voilà. Par exemple, j'aurais même zoomé un peu, moi. Tu vois, là, j'ai été réa sur le truc. Entre lequel le survivant et Jojo. D'accord. Et je termine avec donc des œuvres un peu plus originales. Alors, une grosse déception pour moi quand j'ai fait mes recherches. Alors, peut-être que je les ai mal faites, donc il faudrait peut-être faire une passe. C'est vrai que j'ai trouvé peu de jeux, finalement, qui mettaient en scène le contexte italien. Ah oui, ok. Vu par les Italiens. Mais il y a un jeu quand même qui sort un petit peu du lot, qui s'appelle Italian Night 1999, développé par Simulmondo, où on joue un détective qui enquête sur la mort d'un entrepreneur dans un accident de voiture. C'est sa veuve qui nous demande d'enquêter. Et ça se passe dans Milan. Donc vous avez la carte de Milan, ici, qui est une carte réelle, donc ça c'est intéressant. Et puis on a plein d'adresses ici qui va nous déplacer dans cet environnement. Après, on est dans un environnement un peu cyberpunk, il y a des technologies nouvelles. Et on a seulement une nuit pour arriver à résoudre l'enquête, le titre. Et puis bon, voilà, je conclurai avec le studio Ovo Sonico, qui est donc un studio qui a été fondé au début des années 2010 par le vétéran de l'industrie italienne Massimo Burani. Voilà, on a quelques grands game designers qui ont réussi à s'exporter, notamment un autre qui était chez Ricky Down, et Massimo Burani qui a notamment travaillé sur Shadow of the Dead avec Suda 51 et avant ça chez Ubisoft. Et avant ça, donc, il avait travaillé sur Naruto Rise of Ninja, et puis il a fondé donc, son studio, son propre studio, Ovo Sonico. Très vite, il a créé un prototype d'un jeu qu'il a réussi donc, à négocier le financement par Sony, ce qui fait qu'Ovo Sonico est devenu le premier studio italien à être édité par Sony. Ce jeu, c'est Murasaki Baby, je vous en parlais juste après. Et en 2015, le studio a été, alors je n'ai pas très bien compris, c'était racheté aussi, en fait, entreprise d'un actionnaire majoritaire, qui est le fameux Digital Bros dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a mis 1 500 000 sur la table, et donc avec un partenariat éditorial important, parce qu'il y a un acteur important du monde de l'édition en Italie qui est 505 Games. Et c'est très très drôle le parallèle avec Grasshopper, chez qui Massimo Guarini a travaillé sur Shadow of the Dam, c'est que Grasshopper a eu plus ou moins la même destinée, puisqu'ils ont été eux-mêmes pris par Vinco Interactive récemment, à qui on doit les pas Dungeons and Dragons, n'importe quoi, Puzzle and Dragons. Ah oui. Ouais. Mais oui, juste un mot aussi, c'est-à-dire que Shadow of the Dam, il y a eu une énorme communication autour du fait que c'était un jeu de Suda 51 et Shinji Mikami. Et des musiques de Yamaoka. Voilà, alors en définitive, le directeur créatif, c'est Massimo Guarini. Donc si vous aimez Shadow of the Dam, en fait, c'est que vous aimez... Et par rapport à ce que vous disiez, des Giallo, ça a été extrêmement peu mis en avant, alors que le jeu a vraiment cette iconographie très forte. Il y a aussi effectivement cette identité-là.
Bon, moi, City Baby, c'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur. Bon, j'ai une exclusivité de la PS Vita qui justifie l'utilisation de la PS Vita parce que tout se joue avec l'écran tactile et aussi avec des features au pad qui fonctionnent très bien. Les touches à l'arrière de la console. Voilà, donc on tient la main avec son doigt posé sur l'écran, une petite fille qui est le design sort tout directement d'un bouquin de Tim Burton. Et elle tient son ballon doudou qu'elle perd régulièrement, donc il faut lui le redonner, et puis il y a plein de puzzles à résoudre. Enfin, une direction artistique absolument fabuleuse. Et les couleurs du ballon influent effectivement sur les actions, sur les émotions de la petite. C'est parfait. Voilà, et donc on a une expérience esthétique extraordinaire, une ambiance qui est vraiment envoûtante, et un game system qui fonctionne particulièrement bien. Alors, avec des idées qui ont été critiquées, c'est que de temps en temps, l'avatar refuse d'avancer. On lui prend la main et puis il tombe, ce genre de choses. Mais ça lui donne, à mon sens, une certaine forme d'autonomie, de réalité, de réalisme beaucoup plus important qu'un avatar qui nous obligerait. On a eu un peu le même problème avec The Last Guardian, en fait. Les joueurs râlaient parce que un chat géant ne fait pas ce qu'on lui demande. Ce qui était quand même, a priori, plutôt très réaliste en définitive. Voilà. Donc voilà, après il y a plein de petites phases de puzzle à résoudre. À noter que dans le trailer, vous voyez ici, il y a des séquences qu'on n'a pas retrouvées dans le jeu. Un petit peu dommage. Oui. Donc il y a des builds qui traînent avec une version peut-être plus complète. Bon, malheureusement, le jeu est sorti alors que la Vita était déjà un petit peu en fin de vie. Et donc a priori, Sony a dû serrer les cordons de la bourse en disant que c'est plus vraiment d'importance que le jeu sorte. Mais ça reste une des plus belles exclusivités de la Vita. Et je termine donc avec le dernier jeu de Sonico, qui est Last Day of June, sorti donc sur PS4, PC et plus récemment sur Switch, qui est un jeu qui a été inspiré directement par un clip d'une chanson de Steven Wilson, où vous avez la mise en scène d'un accident de voiture, représenté de manière très métaphorique. Le fait que la personne qui accompagnait le conducteur a disparu. Et le jeu repart directement sur cette idée avec la même direction artistique en définitive. Alors il y a un côté un peu plus peu de chiffon dans le clip qu'on ne retrouve pas dans le jeu. Dans le jeu, on a plutôt une dimension très impressionniste. On se croirait au Quai d'Orsay, au musée d'Orsay, pardon, en permanence quand on est dans ce décor-là. Et c'est un jeu qui, en termes de mécanique, reprend des éléments du destination finale et le nom m'échappe, le jour de la marmotte. Groundhog Day, oui. Le jour sans fin. Le jour sans fin. En fait, donc, la femme du couple est décédée dans un accident de voiture. Pour ajouter un petit peu, il y a un côté, il force un peu le trait parce qu'elle était enceinte. Et puis en fait, elle avait fait une fausse couche avant. Il rajoute quand même pas mal. Mais ça marche. J'ai fini le jeu en larmes. Et les mécaniques sont, il y a un côté un peu redondant parce qu'on revit régulièrement les mêmes histoires pour arriver à trouver en fait une faille qui va permettre de changer le déroulement des événements. Qui a été reproché aussi. Je parle de moi à Saki Baby, un truc qui a été reproché. Oui, alors que moi j'ai bien aimé ce côté redondant, de revivre les choses, de me promener dans ce décor-là. Mais c'est là aussi on voit la conflictualisation qu'il peut y avoir avec ce non-respect de l'impératif d'action des nombreux joueurs qui finalement vont râler parce que ça va pas assez vite, ça n'interagit pas assez vite. Sans compter les leviers émotionnels qui sont évidemment aussi variés qu'il y a de personnes. Oui, enfin voilà, là en tout cas il y avait une mise en scène qui devait permettre de susciter. Alors le jeu a été plutôt bien accueilli, mais effectivement il y a eu quelques critiques sur son rythme un peu particulier. D'accord. Je montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc là c'est le réveil du personnage principal, un peu après l'accident, qui chaque nuit rêve qu'il a toujours son épouse à côté de lui. Il y a un côté très aussi là-haut, la première scène avec les deux fauteuils côte à côte, puis la femme qui disparaît. D'ailleurs on a la musique de Steve Wilson derrière, qui est celle qui a inspiré le jeu directement. Bon, voilà, c'est un... il est compositeur. Oui, tout à fait, je crois. C'est noté en tout cas. Ouais, je conclurai avec le fait qu'aujourd'hui, l'industrie se tourne vers l'international. Alors, il y a un Ubisoft Milan qui est là-bas depuis 1998, alors qu'il y a une succursale en fait, qui est là pour donner un coup de main sur plein de grosses productions. Ils ont bossé sur Beyond Two Souls,
Good and Evil, ils ont bossé sur les lapins, Mario et les lapins crétins, enfin, donc en fait, donne des coups de main sur le Splinter Cell, mais il n'y a pas véritablement de production particulière qui soit sortie de Ubisoft Milan, donc c'est vraiment un lieu de, pour arriver à utiliser la main-d'œuvre locale à l'international. Et puis on a donc Digital Bros, dont j'ai dit quelques éléments durant tout au long de mon discours, qui est un conglomérat donc, qui s'est monté récemment en Italie, enfin récemment, qui a pris beaucoup plus de poids économique ces dernières années, fondé à la fin des années 80, mais qui aujourd'hui est devenu donc, le plus gros acteur de l'industrie italienne, avec 3 studios dont ils sont propriétaires, Ovo Sonico, Kunos Simulazioni dont j'ai parlé, et puis un autre studio étranger, DR Studio. Et puis ils ont été propriétaires de Paperworks, ils ont acheté 4 millions, ils ont vendu 20 millions. Ouais, donc on voit bien quand même la stratégie. Et donc ils sont aussi propriétaires de 505 Games, qui a notamment récemment a édité le jeu de Remedy Control. Voilà, c'est eux aussi qui participent à l'élaboration. Ils ont créé une école de jeu à Milan, la Digital Bros Academy. Et donc c'est vraiment des acteurs les plus importants à l'heure actuelle dans ce contexte. Voilà, je ne sais pas si j'ai besoin de conclure, parce qu'en fait c'est un résumé que j'avais à vous proposer, mais voilà, on est face à un contexte industriel assez fragile, qui commence à prendre du poil de la bête, mais qui reste, qui a une marge de progression extrêmement importante, contrairement à ce qu'on peut voir en France, au Royaume-Uni, en Allemagne. Ça reste quelque chose quand même assez marginal. Et ce qui, moi, m'a surpris dans ma recherche, on va essayer de me répéter, c'est de ne pas avoir retrouvé plus que cela de représentation italienne, si ce n'est à travers le prix notamment des jeux de sport qui sont extrêmement importants. Je rajouterai 2 petits mots, parce que je pense que tu as vraiment dit l'essentiel. Le premier, c'est que tu disais marché fragile, oui, évidemment, on regarde ce que tu dis, mais peut-être aussi cyclique, comme tu le mentionnais, au sens où ce qui m'a marqué dans ce que tu nous as dit tout au long, c'est qu'on n'a pas de projet très très longue haleine, en fait. Les espèces d'arlésiennes dont on parlait, effectivement, d'escargot, de mesure d'escargot, il n'y a pas ça c'est une chose. Et puis vraiment, pour définitivement conclure, et on vous y renvoie parce que ce sera disponible de toute façon sur les sites de Rendez-vous de l'Histoire et probablement sur une chaîne YouTube podcast, on vous en fera part, qui est joli non plus, qui est une interview donc, de Massimo Guarini qui emboîtait un peu le pas sur cette ouverture vers l'international, ce qui somme toute est logique en termes de développement, mais quand même qui est maintenant très très important. Ce qui est quand même intéressant dans ce que j'ai pu vous présenter, c'est qu'il y a des traits culturels italiens qui ressortent quand même beaucoup. Même s'ils ne se mettent pas en scène eux-mêmes, dans à travers leur propre culture, la culture du gallo par exemple, il y a vraiment un genre, un style qui peut surnager. La place du beat'em up aussi très particulière dans ce contexte culturel. Merci beaucoup, Antonin. Écoute, comme on disait en conclusion, pour te retrouver donc sur Twitter, @AntoninCongy, si on veut retrouver la discussion. Et voilà, donc qui clôt cette discussion. Merci à vous.